Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette semaine de reprise et j'espère dernière semaine de distanciel. Alors donc ici cette petite vidéo, d'accord, pour corriger les exercices que je vous avais donné à faire pendant les vacances et donc la suite de notre cours sur la mise en œuvre du projet républicain 1870-1914. Donc, je vais revenir très vite avant de la correction sur ce que nous avions vu avant les vacances, puisque je n'ai pas fait de vidéo dessus. Et donc, on avait vu, on était dans un grand 2 sur la République sans racines. On avait vu donc dans un grand 1 que la République a souffert, hein, notamment fortement menacée par les royalistes, et que finalement, eh bien, au virage des années 1880, elle arrive enfin à s'implanter, avec notamment le triomphe en 1881 des républicains aux élections législatives. Ça y est, la République est posée et ne sera plus remise en cause par l'opposition monarchiste. Et donc du coup, à partir de 1881, les députés républicains donc, ont les mains libres pour prendre des mesures qui leur sont proches, auxquelles ils sont attachés, et donc ces mesures vont notamment être des mesures donc de grandes lois libérales qui vont directement faire référence aux lois, aux décisions de 1789. On va revenir à ce fameux esprit de 1789. Alors je vais pas passer des heures dessus, mais donc il va y avoir deux grands axes en fait là-dessus. Ce que vous avez, hein, normalement j'espère que vous avez le cours sous les yeux ou pas trop loin. Donc on va avoir toute une série donc de ce sont les libertés individuelles, les libertés fondamentales qui vont être réaffirmées. Liberté de réunion, d'expression, liberté de la presse, liberté d'association avec cette loi de 1901 qui est toujours très utile aujourd'hui par exemple, hein. Si vous faites une association, on dit une association loi 1901 encore aujourd'hui. Bref, beaucoup de lois donc sur ces libertés individuelles, et puis bien sûr toujours dans cet esprit de 1789, la diffusion de plus en plus large du suffrage universel, alors masculin, ça va être justement le thème, mais voilà, et qui va par exemple, qui va aussi s'appliquer aux élections municipales, ce qui veut dire que voilà, la République est prête à accorder le suffrage universel de plus en plus souvent, il fait de plus en plus confiance aux Français, aux citoyens. On va aussi avoir donc dans ces grandes lois, la dernière, peut-être que je garde pour la fin, enfin voilà, le droit de grève. Alors il est autorisé depuis 1864, mais bien sûr 1884, la loi Waldeck-Rousseau qui permet donc les syndicats en France. Et donc voilà qui va notamment, qui va forcément encourager le droit de grève. Donc toujours plus de liberté, toujours plus de droits qui sont accordés aux Français. L'autre grand thème derrière ces grandes libertés individuelles et fondamentales, on va avoir de grandes lois laïques, et notamment une loi qu'il faut retenir, c'est la loi donc de 1905 de séparation des églises et de l'État, portée par un certain Aristide Briand. Alors ici, donc en fait, depuis 1801, la France, elle était régie par le régime du Concordat. C'est-à-dire que Napoléon Ier, hein, d'accord, avait décidé de régler le problème, hein, pour apaiser les relations entre l'Église et la France après la Révolution française, fait une loi, un concordat qui règle les problèmes, c'est-à-dire que en fait la France va subventionner trois grandes religions, euh, mais va garder en partie le contrôle sur les nominations dans ces religions. Et ces trois religions, hein, c'était protestants, juifs et bien sûr catholiques. Alors ici, en 1905, d'accord, là, on casse tout, ce concordat s'écroule, d'accord, pour des raisons c'est très circonstanciel, c'est vraiment lié à une crise politique entre l'Italie, la France et le Vatican à cette époque-là, et ça aboutit donc à cette loi de séparation des églises et de l'État. Ici, donc, la France devient totalement laïque, hein, puisque cette loi, un accord, pardon, excusez-moi, la République, grâce à cette loi, ne reconnaît plus aucun culte, mais en garantit le libre exercice. C'est encore aujourd'hui une loi qu'on continue d'appliquer, même si son interprétation continue à susciter le débat énormément. Euh, mais vraiment, cette loi-là, elle est importante, elle montre aussi vraiment, c'est une bonne façon pour la République, enfin, de se séparer du poids de l'Église, hein, puisque voilà, depuis la Révolution française, et ça a été réaffirmé dès que la République est arrivée au pouvoir en France, à chaque fois avec l'Église, ça s'est mal passé, les relations sont pas bonnes, l'Église est opposée aux idées de la République, et la République trouve que l'Église prend beaucoup trop de place dans la société. Bref, les deux sont fâchés, les deux ne s'entendent pas, et cette loi de 1905 est censée enfin régler le problème une bonne fois pour toutes en séparant l'Église et l'État.
plus rien à voir. Euh, elle va être assez mal perçue, cette loi, hein, c'est assez logique. Une grande partie de la France est encore catholique, et beaucoup y voient une attaque contre l'Église catholique, hein. Alors, cette loi-là, elle n'est pas du tout contre l'Église catholique, puisqu'elle continue à s'appliquer aujourd'hui, et aujourd'hui, c'est exactement la même loi, et on dit que cette loi de 1905 est contre, par exemple, les musulmans, vous voyez. Donc c'est bien la preuve qu'elle est contre tous les cultes. Enfin, contre. Elle sépare totalement la France de tous les cultes. Donc, contre, c'est trop fort. Mais vous voyez, donc à l'époque, en tout cas, elle est perçue comme ça. Euh, je vais pas passer des heures dessus, c'est pas l'objectif, mais je voulais vraiment vous parler de ça. Et elle va être très très mal perçue, elle va notamment créer de grandes tensions parce qu'il va falloir à un moment régler le problème euh, des biens de l'Église. À qui appartiennent-ils? Puisque les deux, la France et l'Église étaient fusionnés, hein, d'accord? À qui appartiennent les biens à partir du moment où on sépare? D'accord? Un peu comme un divorce, d'accord? Un divorce, bah, à qui appartient le mobilier dans un foyer? Vous voyez ce que je veux dire? Et ben ici, on va faire des inventaires. Et ces inventaires, ben, ça va vraiment, ça va être une forte crise. Il va y avoir des manifestations, des affrontements, des émeutes devant les églises pour empêcher donc les inventaires d'avoir lieu. Cette crise-là, elle est très très forte, et pourtant, d'accord, la République n'est pas menacée par la loi de 1905. Vraiment la preuve que en ce début de XXe siècle, la République est profondément enracinée. Et même d'autres crises qu'on va voir juste après, d'accord, eh bien, vont la faire tanguer, mais à chaque fois, elle va résister. Bref, voilà ce que je voulais dire sur la loi de 1905. Elle est importante parce qu'elle est encore appliquée aujourd'hui, elle est encore sujette à débat aujourd'hui, alors qu'en fait la loi est très très simple et son application, et si on appliquait strictement son texte plutôt que de l'interpréter, les choses seraient beaucoup plus simples. Bref, on a aussi vu ici donc le deuxième point de cet enracinement il va passer par l'école. Euh, alors, c'est ce que je vous ai dit, hein, d'accord? En introduction, je l'ai dit plusieurs fois. Aujourd'hui, clairement, grâce à l'école, la République s'est clairement enracinée, puisqu'au point que quand on en a discuté en classe, on a associé symbole républicain et symbole de la France. C'est grâce à l'école que tout ça, ça passe, hein, d'accord? Tout ce qu'on voit, les cours que vous avez, etc., mais pas que l'école, mais voilà. Donc, c'est très important de passer par les jeunes générations et les instituteurs qui ont été là pour diffuser les idées républicaines à ces jeunes générations. Et de génération en génération, bah, la République s'est enracinée. Cependant, il faut surtout pas tomber dans la caricature, et je vais prendre juste une minute pour expliquer ça. L'école a servi à enraciner la République. La République est l'école est une forme de propagande républicaine. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais alors, on va s'arrêter là, d'accord? Et la priorité quand même de l'école et la priorité de ceux qui ont rendu, d'accord, et notamment Jules Ferry, qui ont rendu l'école gratuite et obligatoire, c'était pas de diffuser la République. Il y a de ça, bien sûr. Mais la priorité, c'est d'instruire les jeunes Français. C'est de permettre à tout le monde de pouvoir aller à l'école, d'accord, d'en bénéficier, d'avoir une instruction, et donc de connaître, voilà, avoir la chance de connaître une ascension sociale, de faire progresser toute la France. Ça, c'est vraiment la priorité. Enfin, je vous rappelle, on l'avait dit, que quand on était fils d'ouvrier, eh bien, on commençait à travailler très très jeune, et on n'allait pas à l'école, on n'apprenait pas à lire, on n'apprenait pas à écrire, et finalement, le seul projet professionnel qu'on pouvait avoir, c'était d'être ouvrier, donc de travailler dans des conditions inacceptables jusqu'à la fin de sa vie, qui était souvent courte. Là, en rendant l'école gratuite et obligatoire, on permet à ces enfants de sortir de ce cycle et donc de pouvoir entreprendre autre chose. Et donc voilà, donc là, cet ascenseur social qu'est l'école, il est affirmé dès les lois de 1881. D'accord? Donc l'école, hein, devient gratuite, obligatoire de 6 à 13 ans. Et bien sûr, ensuite, elle va devenir laïque, même si l'école libre est tolérée. Mais alors, même dans l'école privée, comme aujourd'hui, on doit faire les cours du programme, et ensuite, si on a envie, on rajoute des cours en plus sur, voilà, des cours d'enseignement religieux si on a envie, mais ils ne peuvent pas remplacer le programme officiel. Et j'avais juste fini là-dessus, hein, pour finir de s'enraciner dans ce... Eh bien, on va avoir la République qui va continuer de s'enraciner en se montrant très ostentatoire, hein, c'est-à-dire visible sur les places. On va renommer les places, on va créer des monuments dans les villages, dans les villes. Marianne va arriver dans toutes les mairies. Le 14 juillet devient le jour de la fête nationale. Tout ça fait que tous ces événements font que la République devient quelque chose finalement auquel les Français s'habituent et finalement ne remettent plus vraiment en cause le principe même. Et donc voilà, la République a gagné son pari. Cependant,
C'était ça qu'il y avait à faire pour aujourd'hui. La République, c'est loin d'être parfait quand même. Il y a pas mal d'oubliés. Donc ces oubliés de la République, on va en faire deux grandes catégories. Un sur lequel vous avez travaillé, ce sont les femmes. Et donc on va passer tout de suite à la correction des questions. Vous aviez 4 questions. La première, la plus importante, celle sur laquelle j'ai passé le plus de temps. Pour quelles raisons les femmes ne doivent pas voter selon l'auteur? Eh oui, car les femmes, hein, d'accord, il n'y a pas de raison ici. On accorde le suffrage universel, etc. Donc de grandes lois libérales dont les femmes sont totalement exclues. Pourquoi? Eh bien, il y a tout un argumentaire qui va perdurer jusqu'à ce que les femmes obtiennent le droit de vote. Deux grandes catégories. Dans cette la première catégorie était symbolisée ici par donc ce texte d'Émile Morlot. Et je vous ai souligné ici dans le document les extraits qui m'intéressaient le plus. Le premier ici donc, elle oublierait, si la femme vote, hein, fatalement ses devoirs de mère et ses devoirs d'épouse si elle abandonnait le foyer pour courir à la tribune. Bref, la famille est en danger. D'accord? Ça, c'est voilà, la place de la femme, c'est d'être une bonne mère, d'être une bonne épouse. Elle ne peut pas se permettre, elle n'a pas de temps à perdre à aller s'intéresser de la chose politique. Comment ferait le foyer pour tenir si la femme n'est plus là? Hein, qui s'occupe des enfants? Qui s'occupe du foyer? C'est pas l'homme qui va faire ça, d'accord? À la fin du 19e siècle, il est hors de question que l'homme s'occupe du foyer. Bref, un argument voilà qui va vraiment perdurer, la place de la femme, c'est à la maison et pas ailleurs, et donc pas en politique. D'accord? Il faut pas qu'on ne peut pas, c'est du temps de s'intéresser à la politique. On ne peut pas lui laisser ce temps-là, sinon elle s'occupera moins bien de la maison. L'autre que je vais redévelopper un petit peu, deuxième argumentaire ici, d'accord? Elle n'y apporterait d'ailleurs pas la modération de langage et la netteté des conceptions. Bah oui, d'accord, ici, tout simplement, la femme n'est pas faite pour la politique. Voilà. Et dernier thème qui était, et ça reprend un peu la première idée, elle introduirait dans la famille un élément de dissolution. Bah oui, la famille s'écroule si la mère n'est plus là. Si, d'accord? Donc, bref, pour le bien du foyer, pour le bien de la vie politique, la femme n'a rien à faire dans la vie politique. Argument redoutable, hein, vous avez vu. L'autre argument, voilà ici, que je vais développer, qui va reprendre un petit peu le thème de la femme n'est pas faite pour voter, c'est celui-ci. Donc ici, je vous mets cette citation, d'accord, sénateur du Vaucluse, Monsieur Tissier, qui, voilà, comme argumentaire, alors on est en 1932, on est un peu hors programme, mais c'était déjà avancé avant. Donc on a constamment laissé les femmes dans toutes les familles, même dans les familles républicaines, fréquenter le clergé. De cette situation, le clergé en profiterait immédiatement. Vous verriez les élus républicains disparaître pour faire place à l'opinion contraire. Alors ici, on appuie sur un élément qui est globalement vrai. C'est-à-dire que les femmes en France sont plus pratiquantes, notamment dans la religion catholique, que les hommes à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Alors, là où ça devient limite quand même, hein, c'est que du coup, en fait, la femme est faible, elle se ferait donc au confessionnal, d'accord, eh bien la femme se laisserait influencer par le prêtre qui lui dirait pour qui voter. Et donc du coup, le prêtre n'aimant pas du tout la République, hein, surtout depuis 1905, eh bien la République serait forcément en danger puisque vous auriez la moitié des femmes qui voteraient comme les enfin la moitié, pas la moitié des femmes, la moitié du corps électoral composé de femmes qui voteraient comme le prêtre et donc contre la République. La République serait renversée. Terrible, impossible. La femme est trop influençable et notamment se laisse trop influencer par l'Église. Voilà le grand argument qu'on retrouve beaucoup dans la classe politique. Dernier argument ici qui va reprendre un peu les deux, d'accord, et qui va élargir. La moyenne des hommes et des femmes sont également incapables de juger actuellement des choses politiques. Alors ici, vous voyez, hein, il met hommes et femmes dans le même panier, d'accord? C'est-à-dire que là, Romain Rolland, qui est un écrivain, un intellectuel de l'époque, va plus loin. Lui, il dit finalement, le problème, c'est pas que les femmes, c'est aussi les hommes. En fait, on a donné le droit de vote à plein de gens qui ne sont pas capables. Alors, maintenant, voilà, donc pourquoi? Parce que la politique, ça dépasse infiniment leur capacité d'attention et de compréhension. Maintenant, il enfonce encore un peu plus le clou sur les femmes étant encore plus livrées que les hommes aux forces émotives seront emportées plus massivement encore par ces vastes ondes. En gros, les femmes sont tellement influençables qu'elles sont incapables de voter avec discernement et donc mettraient le régime
en danger. Déjà que le régime n'est pas stable parce que trop d'hommes se laissent facilement influencer, et bien là, si on rajoute les femmes, et bien c'est là qu'on court à la catastrophe. Et là, cet argument, il est important parce qu'en fait, il montre que chez les élites, déjà le suffrage universel était mal accepté, même celui des hommes. Alors, celui des hommes et des femmes, eh bien, il va y avoir une véritable opposition, et c'est ça qui va autant ralentir le droit de vote des femmes en France. Bref, je résume la réponse de tout ça. Donc pourquoi on ne veut pas que les femmes votent? Il y a un double argumentaire, à peu près immuable, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'on va retrouver jusqu'à ce que les femmes aient le droit de voter. Et cet argumentaire, il est contradictoire. Pourquoi? Le premier, c'est les femmes valent mieux que la politique. D'accord? Leur place, c'est à la maison. Et à la maison, en fait, finalement, ce qu'elles font à la maison, c'est nettement plus euh, honorable que de s'intéresser à la chose politique. C'est des bassesses, la vie politique, c'est pas très moral, la vie politique. Bref, les femmes valent beaucoup mieux que ça. Elles doivent se mettre au-dessus de la vie politique, qui est vraiment quelque chose de pas très moral. Bref. Et le deuxième argument, alors là, qui est complètement contradictoire, mais qui fonctionne aussi, hein, qu'on retrouve, les femmes, d'accord, sont différentes, immatures, influençables, inférieures, et donc incapables de participer à la vie politique. Donc vous voyez un petit peu la contradiction. Pourtant, c'est ces deux arguments-là qui vont faire que les femmes ne vont pas voter. D'un côté, elles valent mieux que la vie politique. De l'autre côté, elles sont trop bêtes pour la vie politique. Mais ça fonctionne, hein, d'accord? Ces deux arguments, dans tous les sens, on va les retrouver, et finalement, eh bien, ça va empêcher les femmes de voter. Donc là, vous voyez, c'est ce que je vous dis, hein, la spécificité des femmes est donc invoquée deux fois, positivement et négativement, pour justifier qu'elles restent privées de leurs droits politiques. Alors maintenant, les femmes, elles vont quand même pas se laisser faire. D'accord? Et donc ici, eh bien, les femmes, elles ont notamment des arguments à faire valoir pour expliquer que si elles pouvaient voter, ça améliorerait peut-être les choses. C'est ce que vous aviez ici avec cette manifestation donc, de 1910, où on voit donc des femmes avec des pancartes et qui nous disent que donc la femme doit voter pour lutter contre l'immoralité, pour combattre l'alcoolisme, pour l'amélioration de sa situation, pour défendre la famille, pour empêcher la guerre. Bref, je vais en développer quelques-uns là-dedans. Donc, le droit de vote des femmes permettrait j'ai retenu 4 arguments, voilà, 3 que je regroupe dans la même catégorie. Lutter contre l'immoralité, combattre l'alcoolisme, défendre la famille. Bref, on est sur 3 thèmes qui sont en lien avec la famille. Et oui, faire voter les femmes, c'est faire entrer ces thèmes dans le débat public. Oui, pourquoi? Parce que ces thèmes sont totalement absents du débat public, parce que les hommes ne s'y intéressent pas, la classe politique ne s'y intéresse pas. Mais comme ce sont des thèmes qui sont chers aux femmes, parce que les femmes sont victimes de tout ça, d'accord? Alors l'immoralité, on joue un peu sur le cliché, d'accord? Les femmes sont plus morales que les hommes, elles aussi, hein, d'accord? Les femmes n'hésitent pas à sortir ce genre. Bon, autant répondre à des clichés par d'autres clichés, hein, pourquoi pas. Après, par contre, donc sur l'alcoolisme, là, les femmes, elles en sont victimes. L'alcoolisme, c'est un vrai fléau en France, d'accord? Dans des conditions de travail extrêmement difficiles, beaucoup d'hommes trouvent refuge dans l'alcool et ça pose de véritables problèmes. Et je vous laisse imaginer toutes les conséquences désastreuses dans un foyer. Et donc, ça va aussi, bien sûr, et donc, pour la famille, hein, s'occuper des enfants, etc., ça revient aux femmes, c'est les femmes qui s'en occupent, d'accord, généralement des enfants, mais c'est l'homme qui a son mot à dire finalement. La femme n'a pas son mot à dire sur tout ce qui se passe dans le foyer, alors que c'est elle qui s'en occupe. Bref, la femme serait mieux placée, mais tous ces thèmes-là, finalement, ils passent. C'est la sphère privée, ça n'intéresse pas. Pour les femmes, c'est une priorité. Donc d'un seul coup, moi, imaginez, d'accord, je suis candidat. Les femmes peuvent voter. La priorité des femmes, d'accord, c'est justement ces thèmes-là. Et bien si j'ai envie de me faire élire, je vais porter ces thèmes-là sur la place publique. Et forcément, d'un seul coup, les choses vont avancer. Parce que les femmes se mettront à voter pour moi. Et donc, du coup, j'ai la moitié du corps électoral qui potentiellement pourra voter pour moi. En tant que candidat, je suis plutôt satisfait. Bref, ici, faire voter les femmes, c'est bien ça, c'est faire entrer ces thèmes dans le débat public. L'autre thème ici, c'est empêcher la guerre. Et oui, donc, tout simplement, au début du XXe siècle, hein, ce que je vous mets là, donc vous pouvez noter ça en guise de réponse, l'opinion masculine est de plus en plus favorable à la guerre contre l'Allemagne. Voilà, pour plein de raisons. La République, hein, pour s'imposer, aimerait bien avoir sa guerre qui lui permettrait de récupérer l'Alsace et la Lorraine. Et voilà, pour vraiment s'enraciner définitivement. Et donc, dans l'opinion masculine, eh bien, on trouve on voit dans la presse, etc., on voit de plus en plus d'arguments favorables à la guerre. Les femmes, globalement, ils sont hermétiques à tous ces arguments et donc pourraient s'opposer à la guerre et auraient leur mot à dire dans le débat.
Bref, vous voyez, les femmes, voilà, jouent, hein, ont des arguments et pensent, on a des choses à dire, on pourrait améliorer la société si on avait le droit de vote. Laissez-nous voter, s'il vous plaît. Alors maintenant, justement, bah, pour se faire entendre, les femmes vont multiplier les actions. Et oui, l'opinion évolue, d'accord, c'est ça qui est intéressant. Donc ici, vous aviez plusieurs photos ou illustrations. Donc, il nous montrait les différents types d'actions, plus de documents. Je vais assez vite dessus, d'accord? L'objectif, c'est pas de passer des heures sur cette vidéo. J'aimerais bien donc du coup, j'aimerais bien qu'elle soit pas trop longue. Donc du coup, voilà les actions qu'on a, hein, qui sont spectaculaires, dont on parle dans la presse, hein, saccage des urnes, donc c'est-à-dire lors de certaines élections, on arrive, on prend les urnes, on les casse, etc. Des pétitions, création de journaux, on a des grèves, de fausses élections, hein, donc les femmes vont voter, elles sont élues, mais bon, rien ne compte. Et bien sûr aussi des manifestations, parfois spectaculaires. Et tout ça, c'est inspiré notamment des suffragettes en Grande-Bretagne, d'accord? Puisque et déjà alors en Angleterre, les femmes n'ont pas encore le droit de vote, mais là, à la fin du 19e siècle, d'accord? Par exemple, en 1893, en Nouvelle-Zélande, les femmes votent déjà. Donc l'influence internationale, plus l'école, on l'oublie pas, d'accord? Où les femmes s'instruisent de plus en plus, puisque l'école les concerne aussi, eh bien font que les femmes ont de plus en plus conscience qu'elles ont un rôle à jouer dans la société, et font tout pour le montrer, d'accord? Et c'est souvent très créatif, c'est médiatique, et globalement, l'opinion y est favorable. Et c'est ça qui est important ici. C'est-à-dire que l'opinion publique est sensibilisée et plutôt favorable au vote des femmes, mais la classe politique va farouchement s'y opposer. Et donc justement, je finis ici par un thème qui va me permettre d'élargir un petit peu plus sur la place des femmes. Donc quels sont les droits revendiqués par Maria d'Eresme et pourquoi dit-elle que son élection ne sera pas validée si elle est élue, pardon? Donc là, ici, c'était la dernière partie de ce texte qui nous intéressait, c'est tout ce que je vous les ai souligné. Ici, elle dit notamment, hein, d'accord, dans la troisième ligne du passage souligné, donc les codes et constitutions n'impliquent toujours pas celui de française. En gros, ben, il y a toujours la femme française est totalement exclue des lois de la République. La femme française est une mineure devant la loi. Et comme elle est mineure devant la loi, il est logique qu'elle soit aussi exclue finalement des droits civiques, et notamment du droit de vote. Donc voilà, et donc c'est ce qu'elle dit, comme il n'y a pas de place pour la femme dans les lois françaises, et bien même si je me présente dès que je suis élu, ce sera forcément invalide puisque je suis française et pas français. Et oui, et c'est là tout le problème que je... excusez-moi, ça va faire bizarre, je pense, au montage. Petite coupure ici, j'ai eu un souci de micro. Bref, je disais que j'allais revoir tout ça dans le bilan, mais je vais appuyer donc mon propos sur la place des femmes et notamment leur incapacité devant la loi avec cette citation ici de Louise Weiss. Donc, femme, disais-je, aux pensants, dès que vous vous mariez, la loi vous déclare incapable. Mineur pour vos biens, vous êtes majeur. Pour vos fautes, exigez la réforme du code civil. Donc ici, je m'arrête là pour la citation, si vous voulez lire la suite, il n'y aura pas de problème. Ce qui est important ici, c'est le passage, la loi vous déclare incapable. En effet, donc mineur pour vos biens. La femme est une mineure devant la loi. Je vous donne quelques exemples. La femme ne peut pas travailler sans l'accord de son mari au début du XXe siècle. La femme ne peut pas avoir de compte en banque. La femme ne peut pas divorcer. Donc ici, on est vraiment sur... en fait, finalement, le droit de vote, c'est quelque chose que les femmes vont réclamer, mais finalement, ce n'est que la conséquence, en fait, de l'exclusion totalement des femmes du droit, tout simplement. Voilà, elles sont totalement subordonnées à leur mari, et si elles sont pas mariées, elles sont totalement subordonnées à leurs membres de leur famille. Une femme est quasiment perpétuellement une mineure. Et donc, en fait, finalement, il faudra d'abord passer par là, et tout ça, ça va mettre énormément de temps, cette réforme du Code civil. Bref, j'arrive au bilan. On va résumer donc tout ce qu'on a dit sur les oubliés de la République, et notamment donc sur les femmes. Premier point. Encore, même si la République adopte de grandes lois libérales, les femmes en sont souvent exclues, notamment un suffrage universel, etc. Elles sont exclues de la vie politique, comme j'ai dit, et surtout, elles sont mineures aux yeux de la loi. Et ça, c'est vraiment le plus important. Voilà. Donc c'est ça qui va poser de véritables problèmes. Les femmes sont exclues de la société.
Pourtant, avec les progrès sociaux, notamment à l'école et l'influence internationale, je vous ai dit, hein, d'accord, Nouvelle-Zélande, droit de vote des femmes 1893. En Grande-Bretagne, c'est pas encore le cas, mais les suffragettes mènent une grande action. Eh bien, le mouvement féministe est de plus en plus fort, les actions se multiplient. Et pourtant, l'opposition politique reste très forte, et la France sera une des dernières grandes démocraties à accorder le droit de vote aux femmes. Il faudra attendre 1944 et 1945 pour que les femmes votent pour la première fois. C'est vraiment incroyable et c'est lié à tous les argumentaires qu'on a pu voir avant. Alors, je vais aller beaucoup plus vite ici. Les oubliés de la République, une deuxième catégorie, donc les ouvriers. Et oui, alors c'est ça, hein, ça peut vous paraître un peu bizarre et vous allez voir, je vais nuancer mon propos. Mais globalement, les ouvriers sont quand même délaissés pour compte. Alors, je vais commencer pour vous montrer quand même qu'il y a des progrès. Les grandes dates des acquis sociaux, ça, il va falloir peut-être pas toutes les connaître, mais voilà. J'ai choisi avant 1914. Et donc ici, voilà, quelques lois. Alors certaines, hein, d'accord, sont avant la Troisième République, les deux premières. Hein. 1841, loi limitant le travail des enfants dans l'industrie. 1864, le droit de grève. Alors ici, on est soit sous la monarchie de Juillet, soit sous le Second Empire. Après, donc les lois qui arrivent après, par contre, sont des lois prises par la République. Et on va voir donc qu'il y a quand même des véritables acquis sociaux qui arrivent. La République, attention, prend des mesures en faveur des ouvriers. Donc un travail des moins de 12 ans interdit, la loi Valdez-Crousseau sur les syndicats, la journée de 11 heures, le repos hebdomadaire, la retraite à 65 ans. Vous voyez, il y a un véritable progrès. Cependant, d'accord, par exemple la retraite à le repos hebdomadaire obligatoire, 1906. D'accord. La Troisième République, début 1870. Voilà, donc ici on est quand même sur quelque chose qui est extrêmement lent. Et c'est pour ça que ça va créer des frustrations chez les ouvriers. Voilà pourquoi je les mets dans les ouvriers, c'est la lenteur. Et surtout, d'accord, dès le début de la Troisième République, les ouvriers ont une revendication, une très importante qu'ils vont continuer, qu'ils vont marteler tout au long. C'est celle-ci, d'accord, que je vous montre avec cette affiche syndicale, c'est la journée des 8 heures de travail. On était ici dans un cycle, d'accord, hein, les ouvriers, de manière générale, voilà, on pensait qu'il fallait découper la journée en 8 heures, en 3 fois 8 heures, d'accord, un peu comme on le vit encore aujourd'hui, 8 heures de sommeil, 8 heures de détente de loisirs, 8 heures de travail. Et ben cette loi sur les 8 heures, il faudra attendre 1919, hein, en gros pour remercier un peu les ouvriers après la boucherie de la Première Guerre mondiale, ou alors accorder les 8 heures de travail, d'accord? C'est seulement cet élément-là qui va le déclencher. Donc ici, il faut vraiment que vous compreniez que les grandes revendications des ouvriers ne sont pas entendues. On a des progrès qui sont petit à petit, qui sont trop lents pour les ouvriers qui, je vous le rappelle, hein, je vous renvoie au chapitre précédent, travaillent dans des conditions quand même extrêmement difficiles. Et même si progressivement ça s'améliore, ces progrès sont beaucoup trop lents pour ces ouvriers. Du coup, eh bien, les ouvriers, par contre, ils vont quand même profiter des lois plus libérales pour multiplier les grèves, pour multiplier les manifestations. Une des grèves les plus connues, d'accord, c'est celle de Carnot, 1892, avec la figure que vous avez ici sur la tribune, qui est Jean Jaurès, qui va devenir qui va voilà, devenir populaire à ce moment-là. Avant, on le connaît très très peu, Jean Jaurès. Et il va prendre fait et cause pour les ouvriers à ce moment-là. Et il va leur permettre d'obtenir gain de cause. Ici, donc, voilà, alors la grève de Carnot, si je vais pas passer des heures dessus, mais en gros, c'est Calvignac, d'accord, qui a été élu maire de Carnot, c'est un ouvrier, et comme il est maire, bah, il doit se rendre à la mairie pour travailler, etc. C'est normal, il est maire, sauf que bah, son employeur décide, ah non, tu es maire, tu es renvoyé parce que tu n'es pas à l'usine à ce moment-là. Et donc, bah, ça déclenche une grève, etc. Parce qu'on est en train de nous dire, d'accord, alors on est mineur, on est citoyen, on a le droit de vote, mais si on est élu, en fait, on perd notre travail. Donc, en fait, ça ne sert à rien. Ça déclenche une immense grève et qui va finir par, grâce au soutien notamment de Jean Jaurès, par le succès des ouvriers et la réintroduction de ce fameux Calvignac. Donc, mais c'est surtout, voilà, ici, c'est bien la preuve que les conditions, voilà, et c'est pas, si c'est un succès, c'est parce que c'est une manifestation qui n'est pas sur les conditions de travail. Généralement, les manifestations sur les conditions de travail sont durement réprimées et n'aboutissent à aucune avancée, ou très très faible. Et notamment, bah ici, voyez, alors là, c'est l'exemple d'une grève positive, c'est tout pour vous montrer que les actions se multiplient pour obtenir des avantages, pour obtenir au moins une reconnaissance de droit.
Mais ça peut aussi ici être beaucoup moins ça peut beaucoup moins bien se passer, excusez-moi, je cherche mes mots. Un an avant, d'accord, 1er mai 1891, une manifestation à Fourmies, donc dans le nord, et l'idée ici, c'était donc une manifestation, justement, tiens, vous voyez, déjà, on se revendiquait la journée de 8 heures. Sauf qu'ici, la troupe intervient, tire 9 morts, dont 2 enfants et 35 blessés. Ce n'est pas le seul exemple hein, où l'armée intervient pour disperser des manifestations, casser des grèves, etc. Et souvent, les bilans peuvent être violents. Alors celui-ci est particulièrement violent et c'était une manifestation en pleine rue, hein, d'accord? C'est pas non plus dans une usine, etc. C'est ça qui a choqué normalement l'opinion et il va y avoir une véritable rupture entre une partie des ouvriers et la République. Et donc, ces ouvriers, ben, déçus par la République, hein, qui leur avait promis tant de choses, d'accord, eh bien, vont basculer dans d'autres camps, plus voilà, notamment le camp des socialistes et surtout parfois donc des anarchistes. Le 9 décembre 1893, par exemple, eh bien, les anarchistes commettent un attentat dans l'hémicycle. De nombreux députés sont blessés, ce que je vous explique hein, ici, et donc je vous laisserai lire ce qui est écrit, donc, mais l'auteur va être condamné à mort, etc. Mais ça montre des lois très dures contre les anarchistes vont être prises qui vont provoquer donc de nouveaux attentats. Allez, donc on en arrive au bilan pour terminer tout ça donc sur les ouvriers. Alors, ce que je veux qu'on retienne de tout ça, c'est que jusqu'en 1914, malgré une évolution constante, la Troisième République reste conservatrice. Et oui, d'accord, donc c'est pour ça que les ouvriers vont être un petit peu oubliés. Je vous rappelle que finalement, à l'Assemblée nationale, en fait, on va retrouver beaucoup de patrons d'usines, euh, notamment, hein, d'accord, le patron de l'usine de Carmaux, d'accord, son gendre est député, vous voyez, etc. Donc, forcément, bah, les mesures contre les ouvriers vont arriver au compte-gouttes. Et c'est, voilà. Euh, Ensuite, donc, les ouvriers donc, vont quand même obtenir des droits, hein. Les républicains, beaucoup d'élus républicains sont favorables et de plus en plus favorables à la cause ouvrière. Mais c'est très lent, d'accord? Et donc c'est ce que je vous dis, il faudra attendre 1919 pour la journée de 8 heures, 1936 pour les congés payés. En fait, ça va être vraiment après la Seconde Guerre mondiale que les droits des ouvriers vont avancer. Bref, pour finir, euh, quand même, grâce aux lois plus libérales hein, qu'on a vues ici, que vous avez vues en cours, les ouvriers vont pouvoir multiplier les grèves et les manifestations, ils en ont le droit, mais celles-ci sont durement réprimées. Voilà, et notamment l'exemple, hein, c'est celui de Fourmi. Résultat, il va y avoir une rupture entre une partie des ouvriers qui vont devenir socialistes ou anarchistes et la République. Cela va provoquer notamment toute une série d'attentats en France et ça fera partie des crises de la République. C'est ce qu'on va voir, ça permettra de faire une transition sur la suite puisque la République va être malmenée par pas mal de crises et notamment parfois par des anarchistes. Donc voilà, et des ouvriers un peu déçus. J'en termine là. Je voulais pas faire trop long. Je m'aperçois que je déborde un petit peu. Donc j'espère que tout ça a été. En même temps, je peux pas faire trop court puisque je voulais un petit peu aborder ce que j'avais pas vu en vidéo avec vous avant les vacances. Donc voilà, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas, donc vous prenez tout ça en note, vous prenez tout ça, d'accord, vous n'hésitez pas à garder vos questions sous le coude, on fera le bilan quand on se revoit. Et maintenant, donc, je vous ai aussi donné du travail à faire pour la prochaine fois, avec notamment donc les crises qui vont secouer justement la Troisième République jusqu'à la Première Guerre mondiale. Bon courage à tous et à bientôt.